Dans les couloirs animés du lycée Pasteur, niché au cœur de Villeneuve, une petite ville de province française où les traditions pèsent, comme une ombre lourde, une gifle retentissante venait de briser le silence du parking de l'établissement. Aïssa Diallo, une nouvelle élève à la peau d'ébène, venait de recevoir le coup, porté par Théo Lambert, capitaine de l'équipe de rugby, un garçon dont l'arrogance était soutenue par la réputation de sa famille influente. Le claquement résonna sur l'asphalte, suivi du rire moqueur de Théo et des acclamations de ses amis, Lucas, Hugo et Clara, une cheerleader au sourire cruel qui filmait la scène avec son téléphone. Ce que Théo ignorait, c'était qu'Aïssa, sous son apparence discrète, cachait des années d'entraînement au judo, inculquées par son père, Karim, un ancien policier qui lui avait appris à ne jamais plier face à l'injustice. Cette gifle n'était pas seulement une humiliation, elle était l'étincelle qui allait enflammer une révolte au sein du lycée, une tempête qui bouleverserait à jamais les hiérarchies établies de cet établissement. Aïssa était arrivée à Villeneuve quelques semaines plus tôt, suivant sa mère, Fatou, une infirmière contrainte de changer fréquemment d'hôpital à cause de son travail. Le lycée Pasteur, avec ses murs de pierre usés par le temps et ses couloirs bordés de casiers bleus, était un monde à la fois nouveau et familier pour Aïssa. Elle avait déjà navigué dans des écoles semblables, apprenant à lire les dynamiques sociales, à repérer les prédateurs et à rester discrète pour éviter les ennuis. Mais Villeneuve était différente. Ici, les traditions locales semblaient le figer, et les élèves comme Théo Lambert, fils d'un notable influent, se croyaient propriétaires des lieux. Dès son premier jour, Aïssa avait senti les regards peser sur elle, certains curieux, d'autres méfiants, quelques-uns franchement hostiles. Elle avançait, son sac à dos serré contre elle, évitant les murmures qui suivaient son passage. « Tu es perdue, ma belle ?» avait lancé Théo, appuyé contre une rangée de casiers, flanqué de Lucas, un garçon trapu aux cheveux en bataille, et de Hugo, un grand maigre au regard fuyant. Clara, toujours à leur côté, observait avec un sourire en coin, ses cheveux blonds impeccablement coiffés. Aïssa s'était tournée vers eux, la voix assurée mais sans provocation. « Je m'appelle Aïssa Diallo, et je cherche juste ma salle. » Théo s'était détaché du mur, tendant la main avec une assurance exagérée. Théo Lambert, capitaine de l'équipe de rugby. Je me fais un devoir d'accueillir les nouveaux, surtout ceux qui sortent de l'ordinaire. Le mot « ordinaire » était chargé d'un sous-entendu qu'Aïssa saisit immédiatement. Elle ignora sa main tendue. « Je ne suis pas extraordinaire, je suis juste moi. Et je viens de Marseille. » Les amis de Théo ricanèrent, mais son sourire ne vacilla pas. « Marseille, hein ? Une fille de la grande ville. Ici, à Villeneuve, on a des valeurs plus traditionnelles, si tu vois ce que je veux dire. » Ses yeux glissèrent sur elle d'une manière qui lui donna la chair de poule. Aïssa déplaça son poids, prête à s'éloigner. « C'est bien pour vous. Maintenant, excusez-moi. » Mais Théo se décala, lui barrant le chemin. « Attends, je veux juste être amical, te faire visiter, te présenter aux gens qui comptent. Tu ne veux pas te faire des ennemis dès ton premier jour, si ?» Aïssa le fixa, son regard ferme. « Je ne cherche pas d'amis non plus. » Lucas, le trapu, éclata d'un rire gras. « Elle a du caractère, celle-là. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre les bonnes manières, Théo. » La mâchoire d'Aïssa se crispa. Elle avait déjà croisé des garçons comme eux dans 3 lycées différents, à travers 2 régions. Ils pensaient toujours que l'endroit leur appartenait, que leur nom ou leur statut leur donnait tous les droits. « Écoute, » dit Théo, baissant la voix dans un ton qu'il croyait charmeur, « je pourrais être très utile pour toi. Te protéger, te guider. Comme au bon vieux temps, tu vois ?» Ses amis rirent à nouveau, et Aïssa sentit le poids des regards des autres élèves dans le couloir, ralentissant pour assister à la scène. Elle était, une fois de plus, le centre d'une attention non désirée, la seule fille noire dans une mer de visages pâles, tous attendant de voir comment elle réagirait. « Je vois exactement ce que tu veux dire, » répondit-elle, sa voix coupante comme une lame, « et ça ne m'intéresse pas.
Elle contourna Théo, mais il bougea à nouveau, son bras s'appuyant contre les casiers pour l'emprisonner. « C'est, allez, ne sois pas comme ça. Je veux juste t'aider, nouvelle. Tu n'as probablement pas beaucoup d'amis ici. » Aïssa leva les yeux vers lui, notant la position de ses amis, qui bloquaient toute issue facile. « Baisse ton bras, dit-elle doucement. Sinon quoi ? Théo se pencha plus près, son souffle trop proche. Tu vas le dire au proviseur ? Mon père est au conseil d'administration depuis toujours. Personne ne te croira. La sonnerie retentit, brisant la tension. Les élèves commencèrent à se disperser, mais Théo ne bougea pas. Bienvenue à Villeneuve, Aïssa Diallo. Murmura-t-il en baissant enfin son bras. J'espère que tu profiteras de ton séjour. Alors qu'il s'éloignait, Clara lança. Ça va être amusant de la briser, celle-là. Aïssa resta immobile un instant, les regardant disparaître dans la foule. Elle avait changé d'école 5 fois en 4 ans à cause du travail de sa mère, et elle savait lire les situations comme un livre ouvert. Ce n'était pas juste du harcèlement adolescent typique, il y avait quelque chose de plus sombre, une arrogance ancrée dans le privilège. Elle sortit son emploi du temps et se dirigea vers sa salle de classe, les autres élèves s'écartant sur son passage, leurs regards curieux mais prudents. La nouvelle se répandrait vite, la nouvelle avait tenu tête à Théo Lambert dès son premier jour. En classe, Aïssa s'installa au fond, là où elle pouvait voir la porte. Pendant que le professeur faisait l'appel, elle repensa aux mots de Théo, valeurs traditionnelles, bon vieux temps. Des termes codés qu'elle avait déjà entendus. Son père lui avait appris à donner un coup de poing à l'âge de 10 ans, juste après sa première leçon de judo. Ne commence jamais une bagarre, Aïssa, avait-il dit, mais sois toujours prête à la finir. Elle sentit qu'elle aurait besoin de ce conseil plus tôt qu'elle ne l'espérait. Le harcèlement s'intensifia dès le lendemain. Théo l'attendait près de son casier, appuyé avec nonchalance, comme s'il possédait l'espace. « Bonjour, la Marseillaise, bien dormi ?» lança-t-il. Aïssa ne le regarda pas. « Gosse, bouge !» Il lui tendit une banane, un sourire moqueur aux lèvres. « J'ai pensé que t'aurais peut-être faim. » Lucas et Hugo apparurent en derrière lui, riant. Clara, adossée à un casier, filmait discrètement. Aïssa claqua la porte de son casier et s'éloigna, mais Théo la suivit. « Et, où tu vas ? » J'essaie d'être gentil, là. Les élèves dans le couloir ralentirent, sentant le drame imminent. Aïssa continua de marcher, mais Théo lui barra le chemin. Tu sais, la plupart des filles seraient flattées par mon attention. Aïssa s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Quelle chance pour moi! Marmonna-t-elle, le contournant. Derrière elle, elle entendit Clara murmurer, elle finira par céder. Elle cède toujours. À midi, Théo connaissait son emploi du temps. Il l'attendait devant sa classe de chimie. Quelle coïncidence, dit-il, son sourire prédateur en place. Je passais juste par là. Aïssa serra les dents. Comment tu sais où est-ce mon prochain cours? Théo haussa les épaules. J'ai mes sources. Tu joues à la difficile, c'est mignon. Mais tu devrais savoir que j'obtiens toujours ce que je veux. Aïssa s'arrêta net. Qu'est-ce que c'est qui te fait croire que je suis quelque chose que tu peux obtenir? Le sourire de Théo vacilla, puis revint, plus dur. Tout a un prix, ma belle. Le lendemain, il l'attendait près de sa voiture, une vieille Peugeot que sa mère lui prêtait. Joli tas de ferraille, lança-t-il, caressant le capot. Ma BMW est plus classe. Je pourrais te déposer, tu sais. Aïssa déverrouilla la portière. Éloigne-toi de ma voiture. Théo bloqua l'accès. Calme-toi, je ne vais pas lui faire de mal.
Peut-être que t'as besoin d'autre chose. De l'argent? Mon père possède 2 concessions automobiles. Ou peut-être de protection? Ce lycée peut être dur pour les étrangères. Aïssa sentit ses poings se serrer. C'est une menace? Théo sourit. Juste des faits. Reste avec moi, et personne ne t'embêtera. Aïssa monta dans sa voiture, mais avant qu'elle ne ferme la portière, Théo se pencha. Pense-y. Je ferai en sorte que ça vaille la peine. La semaine suivante, le harcèlement devint insoutenable. Théo était partout. Devant ses salles de classe, à la cantine, près de son casier. Ses commentaires devenaient plus explicites, ses contacts plus fréquents. Il la frôlait dans les couloirs, posait une main sur son dos, se tenait trop près. Aïssa tenta de signaler le problème à Madame Dubois, la conseillère d'orientation. Théo me suit, me touche, fait des remarques racistes, expliqua-t-elle. Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années, leva à peine les yeux de ses papiers. Théo Lambert. C'est un bon garçon, un athlète, d'une famille respectée. Peut-être as-tu mal compris ses intentions? Aïssa insista. Il m'a dit qu'il pourrait être mon maître, comme au bon vieux temps. Madame Dubois posa son stylo, l'air agacé. Parfois, les nouveaux élèves mal interprètent les signaux. Les garçons ici sont peut-être plus directs que ceux à quoi tu es habitué. Essaie d'être plus ouverte. Aïssa quitta le bureau, le cœur au bord des lèvres. Ce soir-là, chez elle, elle raconta tout à ses parents. Sa mère, Fatou, était furieuse. Comment osent-ils ignorer ça? Karim, plus calme, posa une main sur l'épaule d'Aïssa. Tu as fait ce qu'il fallait en signalant. Mais s'ils ne t'écoutent pas, tu dois être prête à agir. Aïssa hocha la tête, sentant le poids de ce qui l'attendait. Le point de rupture arriva cet après-midi-là, sur le parking. Théo, encouragé par ses amis, décida de passer à l'acte. Tu te crois au-dessus de nous, hein? Lança-t-il, attrapant le bras d'Aïssa. Puis, sans prévenir, il la gifla. Le son claqua dans l'air, suivi des rires de Lucas et Hugo. Clara filmait, jubilant. Aïssa resta figée un instant, la joue brûlante. Puis, une rage froide l'envahit. Grosse erreur, murmura-t-elle. En un éclair, elle pivota, son poing droit s'écrasant sur la mâchoire de Théo. Il s'effondra comme un sac. Lucas tenta de l'attaquer, mais Aïssa esquiva et lui asséna un coup de genou dans l'estomac. Hugo recula, intimidé. Clara laissa tomber son téléphone, sous le choc. Le combat dura moins de 30 secondes. Les élèves autour du parking, d'abord stupéfaits, commencèrent à filmer. Certains applaudissaient, d'autres criaient. Aïssa se tenait au-dessus de Théo, qui gémissait, du sang coulant de sa bouche. Les surveillants accoururent, leurs talkies-walkies crépitant. Aïssa ne résista pas lorsqu'ils la saisirent, mais elle garda les yeux sur Théo. Quelqu'un appelle une ambulance. Cria un surveillant. Un élève murmura. Maë? Elle les a démolis. Dans le bureau du proviseur, Monsieur Lefebvre, l'atmosphère était lourde. Aïssa était assise, sa mère à ses côtés. 5 jours d'exclusion? Annonça Lefebvre, évitant son regard. Vous avez attaqué plusieurs élèves. Fatou se pencha en avant. Et le garçon qui a frappé ma fille? Il l'a harcelée pendant des semaines. Lefebvre haussa les épaules. La vidéo montre Aïssa frappant Théo sans provocation. Aïssa serra les poings. Ils ont coupé la vidéo. Ils ont supprimé ce qui s'est passé avant. Ce soir-là, chez elle, Aïssa raconta tout à son père. Karim l'écouta en silence, puis parla. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais ce n'est pas fini. Ce garçon,
Théo ne s'arrêtera pas. Et le système le protège. Il posa une main sur son épaule. Trouve d'autres personnes qui l'a blessé. Construis quelque chose de plus grand que toi. Aïssa hocha la tête, une lueur déterminée dans les yeux. La guerre venait de commencer. Dans l'ombre du lycée Pasteur, à Villeneuve, où les murmures des couloirs portaient encore l'écho de la gifle de Théo Lambert et de la riposte foudroyante d'Aïssa Diallo, une révolte silencieuse prenait forme. Pendant ces 5 jours d'exclusion, Aïssa reçut un appel inattendu qui allait changer la donne. « Aïssa, c'est Julien Moreau. » dit une voix hésitante au bout du fil. Julien, un garçon discret qu'elle avait croisé en cours de mathématiques, était l'un des nombreux élèves écrasés par la tyrannie de Théo. « J'ai vu ce que tu as fait sur le parking. Il y a d'autres comme moi. On veut t'aider. » Intriguée, Aïssa accepta de le rencontrer derrière le gymnase le jour de son retour au lycée, sentant que cette conversation pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Elle passa ses jours d'exclusion à réfléchir, à s'entraîner dans le jardin avec son père, Karim, qui lui répétait « Une bataille ne se gagne pas seule, Aïssa. Trouve tes alliés. » Ces mots résonnaient en elle comme un mantra, et lorsqu'elle franchit à nouveau les portes du lycée, elle était prête à transformer sa colère en action. Les couloirs du lycée Pasteur semblaient différents ce jour-là. Les regards des élèves, autrefois curieux ou méfiants, étaient maintenant chargés d'une étrange mixture d'admiration et de crainte. Certains chuchotaient à son nom, d'autres détournèrent les yeux. Aïssa avançait, son sac à dos sur une épaule, ignorant les murmures. Derrière le gymnase, à l'abri des regards indiscrets, Julien l'attendait, nerveux, accompagné de 3 autres élèves qu'Aïssa ne connaissait que vaguement. Sophie Nguyen, une fille menue aux lunettes épaisses, triturait ses mains. Malik Sow, un grand garçon d'origine sénégalaise, se tenait droit mais évitait son regard. Camille et Dupont, une seconde et au visage fermé, semblaient sur le point de s'effondrer. « Merci d'être venu, » murmura Julien, sa voix tremblante. On en a marre. Théo nous rend la vie impossible depuis des années. » Malik prit la parole, la voix lourde de honte. « Il me vole mon argent de déjeuner depuis la seconde. Il m'a traité de sale étranger, m'a dit que je ne méritais pas d'être ici. » Sophie, à peine audible, ajouta. « Il m'a humilié devant toute la classe l'an dernier. Il a dit que j'étais une ratée, que personne ne voudrait de moi. » Camille, les larmes aux yeux, raconta comment Clara, la cheerleader, l'avait forcé à nettoyer ses chaussures devant tout le monde à la cantine. Aïssa écoutait, le cœur serré. Elle reconnaissait cette douleur, ce sentiment d'impuissance. Julien lui tendit un morceau de papier plié. « J'ai fait une liste, » dit-il. « Tous ceux que Théo et sa bande ont ciblés. » Aïssa déplia la feuille. 20 noms, certains familiers, d'autres inconnus. « Ils ne peuvent pas tous nous exclure, » dit-elle, sa voix ferme. « Mais on doit être malin. On ne peut pas juste se battre comme je l'ai fait. Il faut un plan. » Elle les regarda un à un. « Oui, vous êtes prêts à vous défendre ?» Les 4 hochèrent sur la tête, hésitants, mais déterminés. Aïssa commença à leur enseigner les bases de la défense. Comment se libérer d'une prise, comment frapper efficacement sans se blesser, comment rester calme sous pression. « On ne commence pas les bagarres, » insista-t-elle, reprenant les mots de son père, mais on les finit. Le groupe, d'abord timide, prit confiance. Sophie, malgré sa fragilité apparente, apprenait vite à utiliser sa vitesse pour esquiver. Malik, avec sa stature imposante, découvrait comment canaliser sa force. Camille, encore secouée, trouvait du courage dans la solidarité du groupe. Julien, lui, notait tout, organisant leurs séances comme un stratège. Leur mouvement grandit rapidement. La nouvelle de l'altercation sur le parking s'était répandue, et les victimes de Théo, longtemps silencieuses, trouvaient enfin une voix. Une nouvelle élève, Léa Martin, une artiste discrète aux cheveux courts, rejoignit le groupe après avoir été bousculée par Clara dans les toilettes. « J'ai tout dessiné », murmura-t-elle, montrant à Aïssa un carnet rempli de croquis sombres,
des élèves acculés dans les couloirs, des visages tordus par la peur, Théo dominant la scène comme un roi cruel. Aïssa, touchée par la puissance de ses dessins, comprit que leur combat dépassait les points. On pourrait utiliser tes dessins, dit-elle à Léa. Les afficher, montrer à tout le monde ce que Théo fait. Léa, d'abord terrifiée, accepta. Pendant ce temps, de l'autre côté du lycée, Théo, remis de son humiliation, préparait sa revanche. Dans sa chambre, entouré de Lucas, Hugo et Clara, il fulminait, une poche de glace sur sa mâchoire encore douloureuse. « Cette fille croit qu'elle peut me défier ?» cracha-t-il. Elle va regretter d'être venue à Villeneuve. Clara, pianotant sur son téléphone, ricarna. Elle se prend pour une héroïne, mais elle est seule. On va l'écraser. Lucas, plus prudent, fronça les sourcils. Elle n'est pas seule. J'ai entendu des rumeurs. Des élèves parlent, ce con. Enfin, tu sais. Théo le fusilla du regard. Et alors ? Mon père va s'en occuper. Il décrocha son téléphone et appela Philippe Lambert, son père, un homme d'affaires influent et membre du conseil d'administration du lycée. « Papa, il faut faire quelque chose. Cette Aïssa Diallo est un problème. » Philippe, de l'autre côté, répondit d'une voix froide. « Ne t'inquiète pas, fiston. J'ai parlé au proviseur. La vidéo du parking a été modifiée. Elle te montre comme une victime. Cette fille, elle ne fera pas long feu. » En moins d'une heure, la vidéo originale, celle où Théo frappait Aïssa, fut effacée des serveurs du lycée, remplacée par une version tronquée qui faisait d'Aïssa l'agresseuse. Mais la dynamique du lycée changeait. Les élèves que Théo intimidait autrefois commençaient à relever la tête. Julien, qui évitait habituellement les couloirs principaux, affronta Hugo lorsqu'il tenta de le pousser contre un casier. « Touche-moi encore, et tu le regretteras », lança-t-il, surprenant même lui-même. Sophie, galvanisée par les entraînements d'Aïssa, refusa de céder son siège à Clara à la cantine, provoquant un silence choqué parmi les autres élèves. Camille, pour la première fois, osa regarder Théo dans les yeux lorsqu'il passa près d'elle. Chaque petite victoire renforçait leur détermination, mais aussi la colère de Théo. Un soir, dans un café du centre-ville où Théo et sa bande traînaient, Clara montra à Théo une publication sur les réseaux sociaux, une photo floue d'Aïssa entraînant des élèves derrière le gymnase. « Ils se préparent, dit-elle, un sourire cruel aux lèvres. Ils croient ce qu'ils peuvent nous défier. » Théo serra les poings. « On va leur montrer ce qui arrive quand on s'oppose à moi. » Il envoya un message à son cousin, Bastien, un ancien élève du lycée connu pour ses bagarres. « J'ai besoin de renforts. Cette fille et sa bande deviennent un problème. » Le lendemain, au lycée, la tension était palpable. Léa, encouragée par Aïssa, avait passé la nuit à dessiner. Ses affiches, puissantes et crues, apparurent sur les murs du lycée. Des croquis de Théo et sa bande dominant des élèves terrifiés, accompagnés de slogans comme « Plus jamais silencieux » et « Stop au harcèlement ». Les élèves s'arrêtaient pour les regarder, certains choqués, d'autres murmurant leur approbation. Théo, furieux, arracha une affiche dans le couloir principal et trouva Aïssa près de son casier. « Tu crois que tes dessins vont me faire peur ?» cracha-t-il, brandissant le papier froissé. Aïssa le regarda calmement. « Ce ne sont pas les dessins qui vont t'arrêter. C'est nous. » Théo s'approcha, menaçant. « Tu vas regretter ça, Diallo. » Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, Julien surgit, se plaçant d'entre eux. « Laisse-la tranquille, Théo. » Les amis de Théo rirent, mais la foule d'élèves qui s'était formée autour d'eux restait silencieuse, observant. Théo recula, un sourire froid aux lèvres. « D'accord. Profitez de votre petit moment de gloire. Ça ne durera pas. » Ce soir-là, dans le hangar de maintenance abandonné près du terrain de football, Aïssa s'adressa à son groupe, qui comptait désormais 30 élèves.
L'endroit, sombre et poussiéreux, était devenu leur refuge, loin des surveillants et des caméras du lycée. Nous sommes plus nombreux qu'eux, dit-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Théo a du pouvoir parce qu'on le lui a donné. Parce qu'on s'est tous, qu'on s'est dispersé. Plus maintenant. Elle partagea son plan, rester ensemble, documenter chaque incident, utiliser les affiches de Léa pour rallier d'autres élèves. On ne peut pas juste se battre, ajouta-t-elle. Il faut exposer Théo, montrer au monde entier qui il est. Léa, timidement, leva la main. Je peux faire plus d'affiches. Et peut-être. Des vidéos? On pourrait filmer ce qu'ils font. Aïssa hocha la tête, impressionnée. Bonne idée. Julien, tu peux organiser ça? Julien acquiesça, notant tout dans son carnet. Le groupe se dispersa, galvanisé mais inquiet. Il savait que Théo ne resterait pas les bras croisés. Le lendemain matin, le proviseur Lefebvre, alerté par un surveillant, apparut derrière le gymnase pendant une de leurs séances. Ce rassemblement est interdit, tonna-t-il, flanqué de 2 surveillants. Jay, vous planifiez des violences sur la propriété de l'école. Aïssa se leva, défiant son regard. Et Théo, qui recrute des anciens élèves pour nous attaquer. Où est sa punition? Lefebvre ignora sa remarque. Un autre incident, mademoiselle Diallo, et vous serez expulsés. Vous tous, dispersez-vous immédiatement. Sophie, tremblante, murmura à Aïssa alors qu'il s'éloignait, il le protège. Quoi qu'on fasse, il le protège. Aïssa serra les poings. Alors on se protège nous-mêmes. Ce soir-là, dans le hangar, Aïssa sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Les visages autour d'elle, Julien, Sophie, Malik, Camille, Léa, et tant d'autres, étaient marqués par la peur, mais aussi par l'espoir. Je sais que vous avez peur, commença-t-elle, sa voix portant à travers l'espace exigu. Je le sais parce que j'avais peur aussi. Peur de Théo, de ses amis, d'un système qui protège les prédateurs et punit les victimes. Mais hier, quelque chose a changé. Julien a tenu tête à Hugo. Sophie a défié Clara. Vous tous, vous êtes là, prêts à vous battre. Elle fit une pause, croisant le regard de chacun. Théo a du pouvoir parce qu'on s'est tu. Parce qu'on a souffert en silence. Mais si on reste ensemble, si on refuse de plier, il ne pourra plus nous contrôler. Malik, jusque-là silencieux, prit la parole. Ma petite sœur commence ici l'année prochaine. Si Théo est toujours là, je ne peux pas laisser ça arriver. Aïssa hocha la tête. Alors on l'arrête. Ensemble. Le groupe se dispersa dans l'obscurité, chacun portant un mélange d'angoisse et de détermination. Aïssa savait que la guerre s'intensifiait, que Théo et ses alliés frapperaient plus fort. Mais elle savait aussi que son groupe, cette armée de silencieux, était prête à riposter. La bataille pour le lycée Pasteur ne faisait que commencer. Le lycée Pasteur, à Villeneuve, était devenu une poudrière prête à exploser, ses couloirs vibrant d'une tension palpable, comme si chaque pas, chaque regard, pouvait déclencher l'inévitable. Les affiches de Léa Martin, placardées sur les murs, avaient enflammé les esprits, galvanisant les victimes de Théo Lambert tout en attisant la fureur de ce dernier. Ce matin-là, l'air était lourd, chargé d'une électricité que même les professeurs semblaient ne ressentir. Aïssa Diallo, au centre de cette tempête, marchait vers le lycée avec une détermination froide, son sac à dos battant contre son épaule. Elle savait que Théo, blessé dans son orgueil, ne resterait pas passif. Ses affiches, ses entraînements secrets avec son groupe, et la rébellion grandissante des élèves opprimés avaient fissuré le pouvoir qu'il exerçait depuis des années. Mais Aïssa savait aussi que le système, le proviseur Lefebvre, le conseil d'administration, et surtout Philippe Lambert, le père influent de Théo,
ferait tout pour écraser leurs mouvements. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'ampleur de la bataille qui allait éclater, ni le chaos qui transformerait le lycée en champ de bataille, attirant l'attention de la police et des médias, et révélant enfin la vérité au grand jour. Dès son arrivée, Aïssa sentit que quelque chose clochait. Les couloirs, habituellement bruyants, étaient étrangement silencieux. Les élèves chuchotaient, jetant des regards furtifs vers les casiers où de nouvelles affiches de Léa avaient été arrachées, laissant des lambeaux de papier collés au mur. Julien Moreau, fidèle lieutenant d'Aïssa, l'attendait près de son casier, le visage pâle. « Ils ont tout déchiré », murmura-t-il, montrant les restes d'une affiche. « Et ce n'est pas tout. Bastien cela. » Aïssa fronça les sourcils. Bastien, le cousin de Théo, un ancien élève connu pour sa brutalité, avait été aperçu près du gymnase avec un groupe de garçons plus âgés, tous des anciens du lycée. Théo a appelé des renforts, ajouta Julien. Il prépare quelque chose. Aïssa hocha la tête, son esprit analysant rapidement la situation. Rassemble tout le monde. On reste ensemble, quoi qu'il arrive. À midi, le point de rupture arriva. Dans le couloir principal près de la cantine, un groupe de troisième qui avait rejoint Aïssa fut accosté par Théo, flanqué de Lucas, Hugo, Clara et Bastien. Alors, les petits révolutionnaires, lança Théo, un sourire cruel aux lèvres, vous croyez que vos affiches vont changer quelque chose? Un garçon, un troisième nommé Ethan, tenta de répondre, mais Bastien le poussa violemment contre un casier. Ce fut le signal. Sophie Nguyen, la timide fille aux lunettes épaisses, cria. Lâchez-le. Et plongea dans la mêlée, suivi de Malik Sow, dont la stature imposante fit hésiter Hugo. Julien attrapa Ethan pour le tirer en arrière, mais Lucas le repoussa. En quelques secondes, le couloir se transforma en chaos, des élèves criaient, des casiers s'effondraient, et des poings volaient. Aïssa, alertée par les cris, arriva en courant. Elle vit deux joueurs de rugby, amis de Théo, s'en prendre à Camille Dupont, qui se débattait courageusement. Utilisant l'espace confiné à son avantage, Aïssa projeta l'un d'eux contre une vitrine, qui explosa en 1000 morceaux. Le bruit strident de l'alarme incendie retentit, déclenché par un élève paniqué, et les extincteurs automatiques s'activèrent, inondant le couloir d'eau. Le sol devint glissant, mais les combats continuaient. Théo émergea de la foule, les yeux brûlants de rage. « Diallo !» hurla-t-il, se frayant un chemin vers elle. « Ça se termine maintenant. » Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Julien le plaqua au sol, mais Bastien, plus grand et plus fort, repoussa Julien d'un coup d'épaule. Aïssa esquiva un coup de poing de Lucas, glissant sur le sol mouillé, et riposta avec un coup de genou précis dans son abdomen. Clara, restée en retrait, filmait toujours, mais son sourire avait disparu, remplacé par une expression de panique. Au milieu du chaos, Aïssa aperçut le proviseur Lefebvre, pâle comme un linge, au téléphone. « Nous avons besoin de la police, immédiatement !» criait-il, sa voix à peine audible dans le tumulte. Aïssa comprit que c'était exactement ce que Philippe Lambert voulait, une excuse pour les accuser d'émeute, pour faire d'elle la meneuse d'un soi-disant gang. Les sirènes hurlaient déjà au loin. Elle cria à ses amis, « Restez ensemble. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. » Mais le chaos était trop grand. Les surveillants, débordés, tentaient de séparer les combattants, mais les élèves, galvanisés par des mois de frustration refoulée, continuaient de se battre. Léa, courageusement, se tenait près d'un mur, filmant tout avec son téléphone, capturant chaque coup, chaque cri, chaque injustice. Lorsque la police arriva, le couloir était un champ de ruines, casiers renversés, murs éclaboussés d'eau, élèves trempés et essoufflés. Aïssa fut menottée, accusée d'incitation à l'émeute. Théo, le visage marqué par un coup, pointa un doigt accusateur. C'est elle. Elle a tout organisé. Philippe Lambert, arrivé sur les lieux, renchérit. Cette fille est une menace pour l'établissement. Une chef de gang. Mais alors qu'on emmenait Aïssa, des voix s'élevèrent parmi les élèves. Elle se défendait. Eh bah,
cria Sophie, brandissant son téléphone. Théo est un harceleur. Julien, le nez en sang, montra une vidéo non coupée de l'incident initial du parking, celle où Théo frappait Aïssa. Léa, tremblante, tendit son propre téléphone à un policier. « J'ai tout filmé aujourd'hui. Vous verrez ce qu'ils ont fait. » DC. Au commissariat, Aïssa, encore menottée, était assise dans une salle d'interrogatoire. Sa mère, Fatou, était là, furieuse mais contenue. « Ma fille n'est pas une criminelle. » déclara-t-elle à l'agent. Elle a été attaquée, harcelée pendant des semaines, et personne au lycée n'a rien fait. L'agent, un homme d'âge moyen nommé Capitaine Moreau, hocha la tête, visiblement troublé par les vidéos qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux. L'affaire explosa sous les projecteurs médiatiques. David Nguyen, le grand frère de Sophie et jeune avocat, se porta volontaire pour représenter Aïssa. Dans une salle d'audience bondée, il présenta un dossier accablant. Les vidéos de Léa, montrant les agressions de Théo et sa bande. Les affiches, témoignant du climat de peur instauré au lycée, et les témoignages de dizaines d'élèves, chacun racontant une histoire de harcèlement. Sophie parla de son humiliation publique, Malik de son racket, Camille de sa peur constante. Julien révéla des messages supprimés de Théo, récupérés grâce à un élève de terminale doué en informatique, prouvant que Théo planifiait ses attaques avec l'aide de son père. Théo, appelé à témoigner, s'effondra sous le contre-interrogatoire de David. Dosso se dit pour cette arcade. C'était juste des blagues, c'est ça, cria-t-il, mais ses mots se racistes, capturés sur vidéo, et son arrogance le trahirent. La juge, Madame Fournier, une femme au regard perçant, rendit son verdict, les charges contre Aïssa Diallo sont abandonnées. Une enquête est ordonnée sur la gestion du lycée Pasteur. Théo Lambert fera face à des accusations d'agression, de harcèlement et de complicité dans la falsification de preuves. La salle éclata en applaudissements, vite réprimés par la juge. 6 mois plus tard, le lycée Pasteur était méconnaissable. De nouvelles politiques anti-harcèlement avaient été mises en place, supervisées par Madame Rivière, une professeure de sport respectée qui avait remplacé Lefebvre au poste de proviseur. Philippe Lambert avait perdu son siège au conseil d'administration, son influence brisée par le scandale. Théo purgeait une peine dans un centre éducatif fermé, loin de Villeneuve. Aïssa, désormais major de sa promotion, prononça un discours émouvant lors de la remise des diplômes. Parfois, la justice exige de se lever, dit-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. Même quand tout semble contre vous, même quand le monde vous dit de vous taire. Nous avons gagné cette bataille, mais le combat continue, pour ceux qui viendront après nous. Léa exposait désormais ses dessins dans une galerie locale, ses œuvres attirant l'attention d'artistes parisiens. Julien, élu président du conseil des élèves, travaillait à renforcer les droits des lycéens. Sophie, plus confiante, formait des médiateurs pour résoudre les conflits sans violence. Malik, quant à lui, entraînait l'équipe de basket, déterminé à protéger sa petite sœur, qui venait d'entrer au lycée. Ce soir-là, Aïssa était assise dans le jardin de sa maison, un livre de droit sur les genoux. Son père, Karim, s'assit à côté d'elle, un sourire discret aux lèvres. « Je veux étudier le droit. » dit-elle soudain. Pas juste pour gagner des batailles, mais pour changer les systèmes qui permettent à des gens comme Théo de prospérer. Karim hocha la tête. « Tu as déjà commencé, ma fille. Ce que tu as fait ici, à Villeneuve, c'est plus qu'une victoire. C'est un message. » Aïssa regarda les étoiles, sentant le poids de ce message. La guerre au lycée Pasteur était terminée, mais elle savait que le vrai combat, celui pour un monde plus juste, ne faisait que commencer. Elle ferma son livre, déterminée à écrire la prochaine page de son histoire, non pas avec ses poings, mais avec sa voix, son intelligence, et la force de ceux qui s'étaient levés à ses côtés. L'histoire d'Aïssa Diallo dans l'affrontement au lycée Pasteur est bien plus qu'un simple récit d'une adolescente confrontée à l'injustice dans un lycée de province. C'est une fable moderne sur le courage, la solidarité et la lutte contre un système qui protège souvent les puissants au détriment des faibles.
En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes invités à plonger dans les émotions brutes d'Aïssa, sa colère face à l'humiliation, sa peur d'être isolée, sa détermination à se battre pour ce qui est juste, et à réfléchir à ce que ces expériences nous enseignent pour notre propre vie. À travers son parcours, nous découvrons des leçons universelles et qui résonnent profondément avec les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité, tout en nous poussant à examiner notre rôle dans la lutte contre l'injustice au quotidien. Tout d'abord, l'histoire d'Aïssa met en lumière l'importance du courage face à l'adversité. Dans une société française où l'on valorise souvent la discrétion et la retenue, Aïssa incarne une forme de bravoure qui défie les normes. Lorsqu'elle reçoit la gifle de Théo Lambert, elle aurait pu baisser la tête, comme beaucoup avant elle. Mais elle choisit de riposter, non seulement avec ses poings, mais avec une stratégie réfléchie pour rassembler d'autres victimes et exposer la vérité. Ce courage n'est pas seulement physique, il est moral. Il nous rappelle que, dans nos propres vies, nous devons parfois oser affronter ceux qui abusent de leur pouvoir, que ce soit au travail, à l'école ou dans nos cercles sociaux. Cela peut signifier signaler une injustice, soutenir une victime ou simplement refuser de se taire face à des comportements toxiques. Le courage d'Aïssa nous enseigne qu'agir, même dans la peur, est souvent le premier pas vers le changement. Ensuite, l'histoire souligne la puissance de la solidarité. Aïssa ne gagne pas seule. Elle s'appuie sur Julien, Sophie, Malik, Camille, Léa et bien d'autres, qui, ensemble, transforment leur douleur individuelle en une force collective. Cette idée de fraternité est profondément ancrée dans la culture française, où l'on célèbre l'union pour défendre des causes justes, comme lors des grandes manifestations pour les droits ou la justice sociale. Dans nos vies, cela nous invite à chercher des alliés, à écouter ceux qui souffrent en silence et à construire des communautés où chacun se sent soutenu. Que ce soit en aidant un collègue victime de discrimination, en rejoignant une association locale ou en amplifiant la voix de ceux qui sont marginalisés, la solidarité est une arme puissante contre l'injustice. Une autre leçon essentielle est la nécessité de persévérer face à un système défaillant. Le lycée Pasteur, avec son proviseur complaisant et son conseil d'administration influencé par des figures comme Philippe Lambert, représente ces institutions qui protègent les privilégiés. Aïssa, confrontée à l'indifférence de Madame Dubois et aux manipulations de Lefebvre, aurait pu abandonner. Pourtant, elle choisit de documenter, de rassembler des preuves et de rallier d'autres élèves pour exposer la vérité. Cela nous rappelle que, dans la vie réelle, changer un système, qu'il s'agisse d'une école, d'une entreprise ou d'une société, demande de la patience, de la stratégie et une foi inébranlable en la justice. En France, où l'histoire des réformes sociales est marquée par des luttes longues et ardues, cette leçon résonne particulièrement. Elle nous pousse à nous engager, que ce soit par le vote, la participation citoyenne ou la création de contenus pour sensibiliser. Enfin, l'histoire d'Aïssa nous apprend l'importance de transformer la douleur en action créative. Les dessins de Léa, qui capturant la cruauté de Théo et donnent une voix aux victimes, montrent comment l'art peut devenir un outil de résistance. Dans la culture française, où l'art et l'expression sont des piliers, cela nous encourage à utiliser nos talents, écrire, dessiner, parler, filmer, pour dénoncer les injustices. Que ce soit en partageant une histoire sur les réseaux sociaux, en créant une pétition ou en organisant un événement communautaire, chacun de nous a le pouvoir de faire entendre sa voix. Appliquées à la vie quotidienne, ces leçons nous invitent à être vigilants. Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur une remarque discriminatoire ou une injustice mineure par peur des représailles ou par simple fatigue? L'histoire d'Aïssa nous rappelle que l'inaction renforce les oppresseurs. Elle nous pousse à agir, même à petite échelle, confronter un comportement toxique, soutenir une personne marginalisée, ou simplement écouter. Elle nous enseigne aussi que la justice n'est pas un sprint, mais un marathon, nécessitant endurance et stratégie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à votre propre rôle dans la lutte contre l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis pour amplifier ce message, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire vous a appris ou comment vous comptez agir dans votre quotidien. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un monde plus juste.